Armand, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Antoine Armand, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. J'ai plusieurs questions, mais je vais commencer avec la réquisition, les réquisitions, enfin le réquisitoire contre Marine Le Pen et contre tous les prévenus dans le procès des dirigeants du Front National. Je dis Front National puisqu'à l'époque c'était le Front National. Antoine Armand, est-ce choquant que Marine Le Pen soit inéligible? Et Jean-Jacques Bourdin, je suis ministre de la République et la séparation des pouvoirs. Vous comprendrez que je ne peux pas commenter une décision de justice et encore moins une procédure de justice en cours. Bon, je vous dis ça parce que Gérald Darmanin, lui, n'hésite pas à dire que c'est choquant. Vous comprenez que Darmanin puisse dire c'est choquant qu'elle ne puisse pas se présenter en 2027 ? Chacun s'exprime, il y a des parlementaires, des anciens ministres qui s'expriment. Si je commente pas la procédure de justice, je commente pas non plus les débats afférents à cette procédure. Bien, Antoine Armand, vous êtes ministre de l'économie. Le Mercosur, l'Union européenne va-t-elle signer la semaine prochaine au G20 l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, ces 5 pays d'Amérique du Sud? Jean-Jacques Bourdin, je vais essayer de le dire très simplement. Dans les conditions actuelles, le Mercosur, c'est non. C'est non parce que c'est nos agriculteurs et nos éleveurs en particulier qui seraient directement touchés, qui seraient directement affectés par l'arrivée de viande et notamment bovine dans des conditions absolument défavorables et déloyales. C'est non parce que climatiquement, cet accord ne respecte pas les standards que nous nous sommes fixés, que l'Union européenne s'est fixée. Est-il vrai que la France a passé un accord avec la Pologne, les Pays-Bas et l'Autriche pour bloquer l'accord et créer en quelque sorte une minorité de blocage? Et ce que je peux vous dire, c'est que je ne fais pas que dire sur les plateaux de télévision ou de radio que le Mercosur c'est non. C'est qu'on s'organise avec les pays européens pour faire comprendre le danger que représenterait cet accord. Donc vous êtes en train de constituer une minorité de blocage. Et la France est totalement déterminée. Et quand je dis totalement, ça passe par les éléments que vous avez mentionnés à ce que le Mercosur ne soit pas signé en l'état. Ça veut dire que nous sommes en train de créer une minorité de blocage avec d'autres pays d'Europe. Ça veut dire qu'on utilise tous les moyens, y compris les moyens institutionnels et de vote au niveau européen, pour que le Mercosur, en l'état, ne passe pas. Donc il n'y aura pas d'accord. En l'état, cet accord, il est inacceptable et insupportable pour nos agriculteurs. Vous le dites souvent à cette antenne, vous les faites intervenir. C'est très clair, ça doit être aussi très clair pour l'ensemble de nos compatriotes. Bien, mais l'idée de l'accord, c'est pas une fausse information, hein, on est bien d'accord, la France discute avec ces pays-là. Évidemment, on convainc nos partenaires qui peuvent parfois hésiter. De créer un front du refus, en quelque sorte. Et d'expliquer qu'on ne peut pas, aujourd'hui, dans la situation dans laquelle est notre agriculture, dans le combat qu'on mène pour le climat, accepter des accords qui dénaturent les engagements qu'on a pour le climat et qui découragent et qui feraient mal à notre agriculture. Le budget 2025, le Sénat examine le texte initial du gouvernement. Alors, avant d'entrer dans le détail, notamment des propositions des sénateurs, Antoine Armand, le déficit à 6,1% fin 2024, est-ce le choix du gouvernement actuel ? Je vois à quelle partie, de quelle audition vous pouvez faire référence. C'est Bruno Le Maire qui l'a dit. Je vous pose la question. C'est toujours une question de choix. C'est-à-dire que on aurait pu, pour ne pas atteindre ce déficit, taxer rétroactivement de 20 ou 30 ou 40 milliards les Français, en leur disant à la fin de l'année 2024, on vous taxe. Est-ce que ça aurait été un choix raisonnable? Est-ce que ça aurait été un choix loyal vis-à-vis des entreprises? Non. Moi, ma responsabilité, sous l'autorité de Michel Barnier et avec mon collègue Laurent Saint-Martin, c'est de dire la vérité. C'est dire, voilà, aujourd'hui, on en est là, le déficit va atteindre 6,1% au moins à la fin de l'année. Et ma responsabilité, c'est de dire... Peut-être plus. C'est aujourd'hui... Non, je crois qu'on sera autour de 6,1%. Les prochaines semaines permettront d'établir précisément le niveau. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a eu des écarts de prévision, il y a eu des différences de déficit. Et ma première responsabilité, c'est que la confiance soit totale entre nos concitoyens, les représentants de la nation et le gouvernement. Vous dites la vérité, quoi. Mais je fais de la transparence à chaque instant et si la situation doit évoluer, je le dirai. Si elle s'améliore, je le dirai. Si elle se dégrade, c'est-à-dire que la transparence n'a pas toujours été faite. Ça veut dire qu'on doit faire mieux. Et c'est pas pour accuser les prédécesseurs parce que ce serait trop facile. C'est simplement parce que quand vous avez 3 300 milliards de dettes et 6% de déficit, vous pouvez pas commencer vos phrases
phrase par « tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir ». Oui, mais voilà ce que dit aussi Bruno Le Maire. Si toutes les mesures que nous avions préparées avaient été mises en œuvre sans délai par le nouveau gouvernement, elles auraient permis de contenir le déficit à 5,5 sans augmentation d'impôts. Est-ce vrai ? Est-ce vrai ? Toutes les mesures qui avaient été pensées par le gouvernement sur la dépense publique ont été mises en œuvre à l'arrivée de ce gouvernement. Donc il dit faux. Pas du tout, parce qu'il y avait aussi possiblement d'autres mesures qui étaient envisageables sur la fiscalité, sur la taxe sur une production d'électricité qui avait été évoquée, vous vous souvenez, y compris ici. Et nous avons fait le choix de présenter un budget pour 2025 d'efforts extrêmement importants. Mais parce qu'il nous semblait que c'était important que ces mesures, y compris celles que vous avez mentionnées, soient étudiées dans le cadre d'un débat démocratique. Un débat démocratique qui, à la fin, à l'Assemblée nationale, s'est transformé en grande foire fiscale où chacun a voulu rajouter son milliard d'impôts, qui sur une TPE, qui sur un ménage modeste, qui sur un Français qui a épargné sur l'assurance vie. Mais ce qui est important de dire, c'est 1, la transparence, et 2, oui, ça va être un budget difficile. Moi, je suis pas venu vous dire tout va être simple, on a 3300 milliards de dettes, on va se désendetter, mais on le fera simplement. Non, c'est difficile parce qu'il faut sortir de cette addiction à la dépense publique, au déficit qui file toujours plus. Alors, Antoine Armand, vous savez que je défends les PME et les TPE ici. Donc, j'ai besoin de savoir ce que vous leur proposez, ce que vous leur dites. Le crédit d'impôt recherche sera durci, si j'ai bien compris. Alors, vous confirmez ? Je voudrais leur dire une chose avant, si vous me permettez. Oui, c'est que les chefs de TPE, PME font 90% de l'emploi en France. Oui. Ils font tourner la boutique France au quotidien. Donc, il faut leur dire 1, merci, et 2, on va vous aider. Ça, c'est la première chose. Alors, comment ? En durcissant le crédit d'impôt recherche et en encourageant, par exemple, les jeunes entreprises. Alors, d'abord, exactement, on va avoir une petite évolution du crédit d'impôt recherche très marginale, donc très marginale, très légèrement, mais qui nous permettra d'utiliser cet argent pour le crédit d'impôt innovation qui touche les TPE, PME et les jeunes entreprises innovantes. Parce qu'il faut aussi sortir de l'idée selon laquelle il y aurait que les grands groupes, que les entreprises de taille intermédiaire qui sont indispensables, qui innovent. Les TPE, PME, moi je le vois tous les jours dans mon territoire de Haute-Savoie, ils innovent, ils créent de l'intelligence artificielle, de la numérisation, de la transition écologique. Donc il faut les aider sur l'innovation. Mais je vais vous dire quelque chose, à mon avis, la première chose qu'il faut rappeler toujours et toujours, c'est que la première attente des chefs de TPE, PME, c'est la simplification. C'est qu'on vit dans un monde où il y a trop de normes et pas assez de travail. Vous allez en supprimer. Ma responsabilité, c'est de faire moins de normes et plus de travail. Quelles normes, par exemple, vous allez supprimer ? J'aurai l'occasion dans les prochains jours de présenter une manière de faire et une méthode, parce que c'est pas moi, dans mon bureau de ministre de l'économie, qui doit décider quelles normes on supprime. On va associer les TPE, les PME avec mon collègue Guillaume Kasbarian. Comment ça va se passer ? Pour les réunir et pour absolument dire telle norme et telle norme. 1, simplifions. Et 2, moi j'ai pas peur de le dire ici. Oui. Simplifier, c'est aussi supprimer des normes. C'est aussi dire à un moment donné... Vous allez supprimer des normes. Mais c'est aussi dire à un moment donné qu'on est en train de plonger l'économie française dans le formol. Et moi, ma responsabilité, c'est de lui donner de l'oxygène, en particulier aux TPE et aux PME. Vous ne toucherez pas aux conditions de transmission d'entreprise, on est bien d'accord, hein, Antoine Armand ? Quand vous vous comparez avec l'Allemagne, vous voyez qu'il y a parmi les différences le fait qu'en Allemagne on transmet bien les entreprises et notamment familiales. Ça permet de donner de la vision de long terme. Ça permet de se dire je vais investir sur 10-20 ans. Donc croire que c'est en pénalisant la transmission des entreprises en France qu'on va améliorer l'économie ou la société, c'est se tromper complètement. Il faut préserver les dispositifs qui existent qui permettent de transmettre les entreprises. Réduction des exonérations de cotisations sociales ? Qu'est-ce que vous allez faire avec les cotisations sociales ? Aujourd'hui, en France, quand vous voulez augmenter un salarié au SMIC de 100 €, il vous en coûte presque 400 €. Inutile de vous dire que quand vous êtes un chef de TPE, PME volontaire qui se dit je veux augmenter mes salariés, à cause du profil des exonérations, vous êtes comme pris à la gorge. Donc ça, c'est un vrai problème qu'il faut régler. Maintenant, je le dis, on a été alerté notamment par le groupe EPR, augmenter le coût du travail au niveau du SMIC dans la période que nous traversons, ça peut avoir des conséquences. Et c'est exactement le débat. Donc vous ne réduirez pas les exonérations de cotisations sociales. C'est le débat que nous sommes en train d'avoir avec le groupe Ensemble pour la République, avec les autres groupes qui se sont manifestés. Maintenant, je le dis, j'ai commencé en vous disant on a 3300 milliards de dettes, je dois le faire dans un principe de responsabilité budgétaire. Vous êtes contre la réduction ? J'essaye de trouver
la voie de passage avec mes collègues Laurent Saint-Martin sous l'autorité du Premier ministre pour continuer à avoir un budget qui permet d'arriver à 5% de déficit, certes, et qui aide au maximum l'économie et donc qui pénalise au maximum les chefs d'entreprise qui essayent de mieux payer leurs salariés. Ce qui veut dire que si on réduit certaines des mesures qui sont prévues, il faut trouver des mesures en face. Il faut trouver des mesures d'économie. Il faut trouver des mesures pour travailler davantage. Il faut accompagner la société vers plus de travail et moins de normes et pas vers plus de normes et moins de travail. Bien, 5 milliards d'euros d'économies demandées aux collectivités locales. On est bien d'accord. C'est le projet initial. Sur ces 5 milliards. C'est le projet initial du gouvernement, comme vous l'avez dit. Ça proteste. Le débat arrive maintenant au Sénat, qui est la chambre qui représente les collectivités. On va avoir un débat au Sénat. Certaines propositions seront faites. Moi, j'ai dit quelque chose depuis le début. Si on arrive à remplacer des mesures qui freinent l'investissement ou des mesures qui sont de la fiscalité par des économies en dur, des économies de fonds, le jour de carence, d'autres économies sur le transport sanitaire. Si on trouve des mesures fortes pour remplacer certaines mesures qui pénalisent l'investissement, je serai le premier à les retenir, à les instruire et à les garder. Maintenant, vous savez, c'est souvent plus facile de parler d'économie que de faire des économies. Alors, quelques questions directes. Le tarif de l'électricité, les tarifs de l'électricité, est-ce que ça va augmenter comme prévu au mois de février ? Alors, les tarifs de l'électricité ne vont pas augmenter. Les tarifs de l'électricité vont baisser pour 80% des Français. Pour 80%, ça va baisser en février. En février. 10%, c'est pour les prévu 10% restants qui sont aux offres libres de marché, c'est-à-dire qui ne sont pas aux tarifs réglementés, qui ont eu des baisses extrêmement importantes. Pour certains, ce sera stable. Pour d'autres, il y aura une hausse. Mais c'est important de le dire parce que c'est pas parce qu'il y a des mesures qui sont prises sur l'électricité que le tarif de l'électricité va augmenter. Il va baisser pour 80% des Français. 10% la baisse ? À peu près. Alors, c'est à peu près. Entre 9 et 10%. Entre 9 et 10%. Bien. Est-il vrai que vous réfléchissez au lancement d'un grand emprunt public ? Si l'emprunt public doit servir à financer la dette, je vous le dis clairement comme ministre des Finances, c'est pas absolument pertinent. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui la France se finance correctement pour le marché. Si la question c'est comment on finance notre économie, on a eu beaucoup de débats sur la question industrielle, bien sûr. Pour financer notre économie. En France, on a un système social qui fait qu'on a moins d'épargne qui sert à financer l'économie. Là, les sujets sont ouverts. C'est pour ça que le Premier ministre a parlé d'un livret industrie. Pourquoi il a parlé d'un livret industrie ? Parce qu'on a aujourd'hui en France besoin d'installer plus d'usines et qu'on a besoin d'avoir les financements d'abord privés. Donc, pour installer pour avoir les ces financements, usines. Vous êtes prêt à lancer un grand emprunt public ? Ça doit d'abord passer par l'épargne. Et c'est on a aujourd'hui un taux d'épargne très important en France. Oui. Pourquoi ? Comment allez-vous diriger cette épargne vers l'investissement ? C'est la mesure annoncée par le Premier ministre qui s'appelle le livret industrie, qu'il aura l'occasion lui-même de présenter dans les prochaines semaines, au début sans doute de l'année 2025. Vous comprendrez que je laisse la primeur au Premier ministre, Jean-Jacques Bourdin. Sinon, je pourrais plus revenir sur Sud Radio pour vous parler d'autres mesures. Ce qui est important de dire ici, c'est qu'on a beaucoup d'épargne et qu'on a une possibilité d'utiliser l'épargne des Français pour financer l'usine à côté de chez eux. Et ça a beaucoup de sens, et ça sert l'industrie française. Est-ce que vous renoncez, vous écartez la piste du lancement d'un grand emprunt public ? C'est pas aujourd'hui à l'ordre du jour. Parce que on travaille sur ce livret industrie. Et je vais pas commencer par vous dire tout ce qui n'est pas possible, alors que la vérité, c'est qu'on a besoin de travailler davantage et d'investir davantage dans notre économie. Ah, justement, travailler davantage. Est-ce que vous êtes favorable à la suppression d'un jour férié ? Je crois que sur une question aussi importante, l'étape numéro 1, c'est de rappeler qu'on travaille moins en France que dans d'autres pays. Qu'on travaille collectivement moins. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le taux d'emploi en France, il est plus bas qu'aux Pays-Bas, qu'en Allemagne. Et deuxièmement, que pour ceux qui travaillent, la durée du travail, est inférieure. Plutôt 1500 heures en France, 1570 dans l'Union européenne, 1700 dans l'OCDE. Est-ce que ça doit prendre la forme d'un jour supprimé ? Est-ce que ça doit prendre la forme de plusieurs minutes par jour ou par semaine en plus? 7 heures de travail en plus propose le Sénat par an et par salarié, 7 heures par actif, 7 heures de travail en plus pour financer l'autonomie. Je trouve que c'est une proposition qui est intéressante, qui est judicieuse. Vous la retenez ? Et qui...
on va avoir le débat parce qu'il faut évidemment regarder le détail. Antoine Armand, mouillez-vous, vous la retenez ou pas? Je vais pas vous dire ici qu'on la retient alors qu'on doit la travailler ensemble. Ce que je vais vous dire ici, c'est que toutes les propositions qui vont dans le sens de dire il faut travailler davantage, on en prend acte, on les étudiera. Pourquoi? Parce que c'est pas juste une question budgétaire. Parce que j'entends ce que certains disent. Ils disent très bien, ils n'arrivent pas à faire des économies dans la dépense publique, donc ils nous demandent de travailler davantage. Là, je vous parle d'une question économique. On est dans un pays qui travaille pas assez. Qui ne travaille pas, mais on est dans un pays qui ne libère pas le travail. Alors comment allez-vous faire pour encourager les Français, aider les Français, pousser les Français, comme vous voulez, à travailler plus? D'abord, il faut arrêter de les décourager à travailler plus. Je vous donne 2 exemples qui m'ont beaucoup frappé. Premier exemple, vous savez peut-être qu'en France, dans la loi, il est inscrit qu'on ne peut pas faire plus d'un certain nombre d'heures supplémentaires. En moyenne, j'allais y venir. En moyenne 4 heures par semaine. Je vous donne un autre exemple. Quand vous n'êtes pas en emploi et que vous voulez travailler 220 heures. Exactement. Ça veut dire qu'en moyenne, dans l'année, vous pouvez pas travailler plus de 4 heures supplémentaires. Même si vous, salarié, vous êtes d'accord et que votre employeur est d'accord. Dans quel pays où les salariés ont besoin de plus de pouvoir d'achat et où les employeurs ont besoin d'activité, il y a des normes comme ça qui empêchent chacun de travailler davantage? Alors, question, est-ce que vous allez défiscaliser totalement les heures supplémentaires? C'est une question qui est aussi une question budgétaire. Oui, mais d'accord, mais est-ce que vous êtes favorable à cela, à la défiscalisation totale des heures supplémentaires? Je crois qu'on ne peut pas s'interdire les débats qui consistent à travailler davantage dans notre pays. Et je vous donne un autre exemple qui me paraît extrêmement important. Pour encourager le travail, des heures supplémentaires très bien payées et défiscalisées. Enfin, pardon, mais avant cela, on fait sauter le plafond. Mais avant cela, il faut quand même regarder les normes qui aujourd'hui nous empêchent de travailler davantage. Je vous donne un autre exemple que je trouve très frappant, un exemple très concret. Quand vous n'êtes pas en emploi, vous pouvez vouloir travailler pour plein de raisons, moins de 24 heures par semaine. Parce que vous avez des enfants à garder, parce que vous avez des proches à aider, etc. La loi l'interdit, Jean-Jacques Bourdin. Il y a des dérogations, mais la loi interdit de travailler moins de 24 heures par semaine. Mais, pardon, mais si le salarié est pour, si l'employeur est pour, pourquoi est-ce qu'on interdirait aux gens de travailler un certain nombre d'heures par semaine qui leur convient à eux? On est dans une société qui évolue, où on a des rythmes de vie, des rythmes de travail différents. Il faut libérer ça, il faut libérer le travail. Ça veut dire que vous allez permettre aux salariés de travailler plus, on est bien d'accord, par la loi. Ça veut dire qu'il faut ouvrir les débats sur lesquels souvent, au lieu d'avoir la discussion posée qu'on a ce matin, on entre dans la polémique de dire, comme ça arrivera sûrement après certaines de ces déclarations, il veut pénaliser les uns, il veut pénaliser les autres. Ce que je veux, moi, c'est que aider les Français qui veulent travailler plus à pouvoir le faire. C'est votre idée. Mon idée, c'est que dans un monde où vous avez l'Amérique de Trump et la Chine de Xi Jinping, si vous voulez que la France s'en sorte, il faut que l'Europe, que la France produisent davantage et une meilleure croissance. Et donc aussi, oui, que la France travaille davantage. Vous êtes ministre de l'économie, vous voyez les plans sociaux se profiler à l'horizon. Hein. Je pense à Michelin, mais à tant d'autres. Hein. Michelin, c'est emblématique. Tant d'autres. Plans sociaux en pagaille, c'est dit par le gouvernement, par un membre du gouvernement. Plans sociaux en pagaille, Antoine Armand? On est dans une situation mondiale européenne qui fait qu'il y a une pression énorme, c'est le cas de Michelin, c'est le cas d'autres entreprises, qui s'appliquent. La première cause, il ne faut pas avoir peur de le dire ici, la première cause, c'est la compétitivité du pays. Autrement dit, quand les situations font que pour une entreprise, c'est plus difficile, plus coûteux de produire en France, parce qu'il y a des impôts, parce qu'il y a des normes, eh bien, les entreprises ne sont pas incitées à rester. Ça, c'est la solution de long terme. Sur le court terme, mon travail, ma mission avec le ministre de l'Industrie, avec la ministre du Travail, c'est d'accompagner chaque cas. Pourquoi? Pour 1, trouver des repreneurs à chaque fois que c'est possible. Pour 2, accompagner les salariés. Et 3, faire de la reconversion de sites. On a lancé un certain nombre de programmes, j'en parle parce que c'est extrêmement important. Parfois, on trouve une solution, c'est le cas de Nishfuse Alumina en Savoie, c'est le cas d'autres entreprises qui l'ont annoncé récemment. Parfois, c'est pas possible, et là, c'est une reconversion de sites. Le gouvernement a annoncé hier 1,6 milliard d'euros pour la décarbonation des sites. C'est-à-dire qu'au moment où les entreprises se disent, est-ce que je reste en France ou est-ce que je vais investir ailleurs? Le gouvernement est là pour dire, quand vous faites l'usine de demain, quand vous restez en France, l'État vous soutient parce que produire en France et produire écologique, ça c'est l'industrie de demain, ça c'est des emplois pérennes. Antoine Armand, chômage à 7,4, des économistes promettent, c'est une mauvaise promesse, 8% de taux de chômage fin 2025, vous retenez ce chiffre?
Et je ne prédis pas. Oui. Je constate un point. Le chômage est aujourd'hui à peu près stable. C'est quand même le plus bas niveau depuis 40 ans. Si on veut qu'il continue à baisser, si on veut... il ne baisse plus, là. Si on veut qu'il continue à baisser... même légèrement augmenté. Justement, si on veut reprendre ce combat-là, ça doit passer par le fait que les personnes qui ne sont pas en emploi aujourd'hui, les inactifs, comme on dit, les personnes qui sont sans emploi, sans travail, sans formation, soient mises au travail. Il y a eu la réforme du RSA qui permet l'accompagnement de ceux qui travaillent. Il faut encourager les gens à travailler et il faut, je le dis très simplement, que les aides payent moins que le travail. Vous en êtes où ? Elle est en train d'être appliquée. Il y a déjà des premiers résultats dans l'Est et dans le Nord de la France qui montrent l'efficacité. Oui, c'était le principe de la loi que nous avons adopté, bien sûr. Mais la loi, elle a suivi son cours, elle est aujourd'hui en œuvre. Pourquoi c'est important ? Parce que je peux pas vous dire une minute avant, il faut que les personnes qui travaillent davantage, sans regarder qu'il y a des gens en France qui travaillent pas et qui peuvent contribuer à l'effort national. Est-ce que vous êtes favorable ? Les grèves aussi sont annoncées, des grèves partout. Est-ce que vous êtes favorable à l'encadrement du droit de grève dans les transports pendant les vacances de Noël, par exemple ? On commence toujours par dire, et on a raison de le dire, le droit de grève est un droit constitutionnel, on préserve, et je ne suis pas là pour dire qu'un tel ou un tel ne devrait pas faire grève. Maintenant, quand vous êtes un Français, une Française qui travaille toute l'année, et que les 10 jours où vous avez prévu d'aller voir votre famille dans le centre de la France, dans le Nord, et qu'il n'y a pas de service qui permet de le faire, même pas un minimum de service, je pose la question. C'est au ministre des Transports d'y répondre, de l'instruire. Mais je le dis aussi comme ministre de l'économie. Il est pas entendable pour moi que les pays soient mis à l'arrêt ou soient dans des situations aussi. Il y a déjà un encadrement. Je crois qu'il faut qu'on regarde. Il y a un service minimum, mais minimum. Mais je crois qu'il faut qu'on regarde posément si ce service minimum peut être amélioré, comment il se décline concrètement en tout état de cause. Peut être amplifié. Et en tout état de cause, il faut penser aux Françaises et aux Français qui seront directement pénalisés au quotidien dans leurs vacances. Vous n'êtes pas opposé, je change ma question, à l'encadrement. Mais il y a aujourd'hui des mesures. Regardons les mesures telles qu'elles sont, et nous verrons ensuite si elles peuvent être améliorées. Ce sera au ministre des Transports d'y répondre. Le gouvernement a renoncé à geler les retraites pendant 6 mois. Laurent Wauquiez, qui n'est ni Premier ministre ni ministre, a imposé ce choix. Est-ce que vous l'avez appris en regardant TF1 ? Comme ministre de l'économie et des finances, je suis évidemment pleinement associé aux discussions sur ces sujets. On a eu des discussions, notamment avec le groupe de la droite républicaine. Je ne vais pas commenter les faits, la méthode. Ce qui compte. Et la méthode, pourquoi ne pas la commenter ? Elle vous a déplu, la méthode ? Non, parce que c'est pas. Est-ce qu'elle vous a déplu ? Parce que c'est pas le lieu. Non, je suis pas. Je crois que ce qui est important, c'est de se dire que les petites retraites, dans un effort collectif important, vont être protégés davantage. Et que oui, c'est une négociation qu'on a eue, une demande qui a été faite par le groupe EPR. Seront moins protégés et moins revalorisés que prévu. On a fait des propositions au groupe de la droite républicaine, c'est celle qui a été retenue par le groupe de la droite républicaine, dont acte. Dont acte. Je termine avec Elon Musk, nommé par Donald Trump ministre de l'efficacité gouvernementale. Guillaume Kasbarian a félicité Elon Musk et dit avoir hâte de travailler avec lui. Vous aussi ? C'est l'homologue de Guillaume Kasbarian. C'est normal que Guillaume Kasbarian félicite son homologue. Mais faire des économies, ça vous parle aussi. Oui, mais vous posez une question fondamentale qui est dans quelle situation demain on sera et comment nous allons travailler avec les États-Unis de Donald Trump. Nous sommes des Français et des Européens responsables. On est là pour protéger l'Europe, défendre les intérêts européens, évidemment. Et on a aussi une question qui est celle de l'Asie et de la manière dont l'Europe et les États-Unis doivent s'entendre commercialement, offensivement, industriellement pour tenir. Un adversaire commun. Et ça, c'est pas des adversaires, c'est des concurrents qui ont des politiques extrêmement agressives. On a pris des tarifs douaniers en Europe. Moi, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus vite. Bien, merci Antoine Armand d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est 9h maintenant, Patrick Roger est là juste après les informations.